Alors, le charisme vrai patrimoni instituti. Quelques considérations canoniques. Merci. Merci surtout aux organisateurs de m'avoir donné la possibilité de présenter une question fondamentale pour le colloque d'aujourd'hui, le charisme du point de vue canonique. Le charisme, vrai patrimoine des instituts qu'il faut sauvegarder. Quelques considérations canoniques. Je me base sur les paroles du pape François, qu'il a prononcées il y a 5 ans, plus ou moins, lors de l'autre colloque qui avait été organisé par la Congrégation des religieux. Dans la fidélité au charisme, repensez votre économie. Alors, en prenant ces mots, le charisme et les biens culturels. Alors, le charisme qui veut dire être généreux, donner avec gratuité. Alors, si l'on prend ce document, on voit que la définition c'est que ce sont des biens qui viennent de Dieu et qui servent pour la vie ecclésiale. Mais le Code de droit canonique n'emploie jamais ce mot charisme. C'est étrange. Il y a une telle importance qui est donnée aux instituts de vie, apostolique, et on n'utilise pas le mot charisme. En fait, le vrai patrimoine dont nous devons parler est le charisme. Alors, je vais présenter 2 parties. Dans la première partie, je voudrais exposer les caractéristiques du charisme selon le Code. Et l'autre partie, quelles sont les implications pour les biens patrimoniaux, culturels. Alors, d'abord, les aspects canoniques du charisme. Le charisme est un don reçu par le fondateur. Quand on parle du charisme, on fait la distinction entre le charisme du fondateur, le charisme qui est un don personnel du fondateur, qui est donné au fondateur et qui devient ensuite le charisme fondateur, le charisme de fondateur, et qui est partagé avec les autres. Donc, avec les familles spirituelles. Alors là, nous avons un patrimoine de l'Institut que le Code définit comme l'intention et les projets des fondateurs, c'est-à-dire l'intuition originaire et les modes d'agir relativement à la nature, le caractère fondamental, donc le fin, l'esprit, la façon particulière de suivre le Christ et la nature de l'Institut, ainsi que les traditions saines, c'est-à-dire le style de vie qui caractérise et qui devient une partie de ce patrimoine. Le charisme est aussi un don reconnu par l'Église. La vie consacrée et les conseils évangéliques sont des dons particuliers à l'Église. Alors, ceux qui professent les conseils évangéliques
ont un lien particulier avec l'Église, puisqu'ils appartiennent à la vie et à la sainteté de l'Église. De là découlent des devoirs généraux de la part de l'Église, c'est-à-dire interpréter les conseils évangéliques, donner des règles à la pratique et constituer des formes de vie stables. Puis des devoirs spécifiques, la reconnaissance spécifique du charisme avec l'érection d'un institut, l'approbation des constitutions et l'accompagnement dans l'évolution de ces instituts et dans les moments de grands changements. Donc l'Église doit respecter la spécificité charismatique et la juste autonomie. Mais les religieux doivent aussi, de leur part, éviter que la réalité charismatique soit conçue parallèlement à la vie ecclésiale. Ne pas devenir donc une église parallèle. Le charisme est aussi un don codifié dans les constitutions et renouvelé par les chapitres. Le charisme, ce n'est pas seulement une réalité abstraite, spirituelle. C'est vraiment quelque chose qui est rendu concret à travers des paroles, à travers les constitutions, afin de garder plus fidèlement la vocation et l'identité de chaque institut. Donc, c'est au chapitre général de protéger ce patrimoine et promouvoir une rénovation adéquate afin d'éviter de faire de l'archéologie charismatique, comme disait le pape François. Et c'est pour promouvoir la fidélité à l'homme, à notre temps, la fidélité au Christ et à l'Évangile, la fidélité à l'Église et à sa mission dans le monde, la fidélité à la vie religieuse et au charisme de l'Institut. Le charisme est un don qui est transmis dans la formation. Les novices, les nouveaux membres doivent être insérés dans ce charisme. C'est pourquoi il faut qu'ils forment leur esprit et leur cœur selon l'esprit des instituts religieux, suivant la nature, l'esprit, les finalités, la discipline, l'histoire et la vie de l'Institut, pour imprimer et garder vivante l'identité charismatique dans les membres d'aujourd'hui. Il s'agit de retracer le chemin des générations passées pour y cueillir l'étincelle qui a inspiré les idéaux, les projets et les valeurs de l'Institut. Cette formation continue permet aux membres, après la première profession et la profession définitive, d'intégrer complètement leur vie à la vie de l'Institut. Le charisme est aussi un don vécu dans la mission ecclésiale. Et là, je cite le pape François dans Evangelii Gaudium. Un signe clair de l'authenticité d'un charisme, c'est son ecclésialité, sa capacité de s'intégrer de manière harmonieuse dans la vie du peuple saint de Dieu, pour le bien de tous. Les charismes des instituts religieux doivent donc participer à l'édification de l'Église et à sa mission de salut. Ce sont des dons pour répondre au désir de salut en les partageant avec les autres. C'est un don pour les autres. C'est un témoignage authentique de l'Évangile face à tous les hommes. D'où l'appel à vivre la gratuité du don avec l'imagination de la charité. Dernier point, le don partagé avec les autres membres de la famille religieuse. Généralement, autour d'un institut religieux, il y a souvent une famille charismatique plus large. Donc ce charisme n'est pas gardé par quelques membres. Il y en a d'autres
qui participent de cette même réalité charismatique. Tous les membres, en particulier les membres du tiers-ordre, participent aux idéaux et à l'esprit de l'Institut religieux pour tendre à la perfection chrétienne et aussi pour partager la même mission et la vie apostolique de l'Institut. Deuxième partie, quelques applications canoniques, après avoir présenté quelques aspects du charisme. La première implication, c'est vivre l'ecclésialité dans la gestion des biens. Il y a l'ecclésialité du charisme qui implique l'ecclésialité des biens qui découle de la destination aux fins de l'Église. Cela implique qu'on s'ouvre et qu'on porte le regard de l'Église à l'Église universelle et de s'enraciner dans la réalité concrète de l'Église locale avec ses exigences. Les biens ecclésiastiques sont donc régis par des dispositions canoniques générales et spécifiques. Parfois, on oublie qu'il y a des normes ecclésiastiques, des règlements qu'il faut suivre quand on gère ces biens, et non seulement ceux civils. Il faut aussi assurer un dialogue continu ecclésial pour l'érection d'un institut ou une communauté, ou pour la suppression d'un institut, ou avec des licences, des collaborations. Mais il faut qu'il y ait collaboration, surtout quand il y a une suppression des œuvres, pour que ces biens ecclésiastiques puissent rester des biens de l'Église. Et c'est ce que souhaite le pape François. Deuxième application du charisme, c'est de rendre témoignage de manière collective de la pauvreté et de la charité. Je cite là encore le pape François. L'hypocrisie des consacrés qui vivent en tant que riches blesse les consciences des fidèles et porte atteinte à l'Église. Parfois, les biens peuvent créer des problèmes, même dans les instituts religieux. Des problèmes donc à gérer les biens, mais aussi, il y a aussi des problèmes à l'extérieur. Alors nous sommes appelés à favoriser, à protéger, à manifester la pauvreté collective. Tous les biens que nous avons, eh bien, il faut éviter toute forme de luxe, de gains excessifs ou d'accumulation de biens. Et les normes montrent que nous avons fait de la fraternité le principe de l'ordre économique au sein des instituts. En fait, ce qui nous est demandé, c'est de vivre cette fraternité sans frontières au sein des instituts. Mais c'est une invitation, encore une fois, à témoigner collectivement à travers la charité. Tant voulu par le pape François, vivre la solidarité fraternelle avec les pauvres, servir avec amour gratuit, vivre la spiritualité de la restitution, comme il dit, c'est-à-dire restituer ou rendre librement ce qui nous a été donné pour le service des frères, la vie, les dons, le temps, les biens dont nous nous servons. Troisième application, repenser charismatiquement la mission et les œuvres. Dans Evangelii Gaudium, nous sommes appelés à repenser les objectifs, les structures, le style des œuvres. Cela veut dire être tout d'abord fidèle au charisme à travers un discernement sérieux, en étant à l'écoute de la voix de Dieu et des pauvres. Et aussi être fidèle à la mission, c'est-à-dire assurer un sens socio-ecclésial et
et l'efficacité évangélique. Donc, dans ce document sur l'économie du dicaster sont indiqués les outils adéquats. Le plan charismatique qui présente une vision organique des éléments essentiels du charisme fondateur, le directoire économique et les règlements administratifs. Je dois ici parler aussi de ces organismes civils qui sont liés. Établir des règles pour leur constitution et leur gestion. Souvent, ce patrimoine appartient non seulement aux religieux, avec la personne juridique publique, mais aussi avec ces organismes. Donc, il y a deux types d'organismes qui sont liés à ces biens, donc il faut les respecter. Quatrième application, former à la nouvelle sensibilité ecclésiale et charismatique. La formation de tous les membres et la formation spécifique pour les supérieurs et les économes. Donc il faut bien avoir ces références économiques, juridiques, administratifs, mais aussi la formation des laïcs, des collaborateurs laïcs, pour qu'ils comprennent ce charisme. Puis élargir les horizons du charisme à travers des collaborations avec d'autres agents. Nous sommes appelés à vivre le sensus ecclesia, le sens de l'Église, par le pape, faire réseau, faire ensemble. Et c'est ce à quoi nous sommes invités aussi aujourd'hui. Faciliter le dialogue charismatique, non seulement au sein de l'institut religieux, mais dans toute la famille religieuse. Et puis, avec d'autres instituts qui ont des œuvres et un charisme similaire. Et dernier point, donc s'attaquer aux abus dans le cadre patrimonial. Dans le 6e livre du Code de 1983, il est souligné, il y a des délits qui sont soulignés concernant la gestion économique, la gestion des biens. Les administrateurs doivent bien être informés de ces délits et doivent savoir réagir. Comment empêcher, par exemple, qu'on commette des abus au niveau d'administration ou commettre des délits économiques en matière d'économie. Comment pouvons-nous répondre? Les supérieurs religieux et les économes doivent savoir qu'ils ne sont que des administrateurs, des entendants, et que pendant une certaine période, ils administrent les biens qui leur sont confiés. Donc, au nom de l'Église, ils doivent remplir leurs tâches comme un bon père de famille. Parfois, ils se trouvent face justement à ces délits où il peut leur arriver justement de devoir aller devant un tribunal civil. 3 conclusions. Après avoir vu ces aspects du charisme et leurs implications sur la gestion des biens, il faut tout d'abord rappeler que, comme le charisme, les biens patrimoniaux et culturels des instituts religieux sont aussi confiés comme un don du Dieu provident. Alors le charisme doit nous apprendre comment, donc nous devons savoir comment transmettre tous les biens. Et il faut aller au-delà des biens temporels, des biens immeubles. En effet, le charisme est aussi expérience, compétence, savoir. Ce sont des professionnalismes, ce sont des biens intangibles, immatériels, qu'il faut transmettre aux autres générations.
Et enfin, le charisme permet aux religieux de regarder à travers les yeux de Dieu. Le don de savoir regarder avec des yeux différents et de voir choses que d'autres ne voient pas. Donc, dans la mission charismatique, surtout dans l'usage des biens patrimoniaux et culturels, nous pouvons aussi apporter dans notre société un processus de changement spirituel, humain, économique et civil. C'est ce renouveau que nous souhaitons dans la vie religieuse aujourd'hui. Merci.